Le développement durable est maintenant un concept assez connu. On l'associe au rapport Brundtland qui a été publié en 1987 par un comité assez élargi qui a fait beaucoup de consultations pour chercher à trouver des compromis pour permettre de régler des problèmes environnementaux qui sont associés au développement humain. En fait, c'est essentiellement depuis les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, que le développement est devenu quelque chose de grande envergure. Il y a d'abord eu une reconstruction des pays qui ont été détruits par la guerre, une reconstruction qui s'est faite assez rapidement, notamment parce que ces pays possédaient beaucoup de capital humain, beaucoup de connaissances, beaucoup de possibilités. Puis ensuite, mais au cours des années 60, 65, c'était autour des pays émergents, un nouveau concept, des pays du Sud qui ont cherché à se développer, qui ont cherché donc à trouver une place intérieure de la géopolitique internationale. Puis donc, cette émergence a permis de mettre en place des nouveaux conflits, des tensions, de nouvelles convergences entre des groupes qui étaient très établis économiquement et d'autres qui souhaitaient le devenir. Puis donc, c'est autour des années 70 et plus particulièrement en 1972, lors de la conférence de Stockholm, que des compromis ont cherché à être mis en place entre ces différents groupes. C'est un peu comme un endroit où les groupes des différents pays, avec des objectifs différents, certains cherchant à protéger leur autorité économique, d'autres cherchant à se développer et à gagner de l'indépendance politique. Mais il y a eu une discussion autour de Stockholm, conférence en 1972, qui portait sur les questions environnementales, qui portait sur les questions de développement, sans vraiment que de grands consensus émergent de cette conférence, mais ça marquait quand même le ton sur une nécessité de discuter. Il fallait voir que depuis les années 50 ou au moins, les catastrophes avaient commencé à s'accumuler. Il y avait des problèmes environnementaux importants. Et des groupes aussi, des groupes écologistes ont émergé, commencé à amasser des données, à faire l'état de la situation de la qualité de l'environnement dans le monde, puis commencé à lancer des premiers signaux d'alarme, comme quoi que certains de nos développements, certains des nouveaux produits qui avaient été mis au point pouvaient causer des problèmes environnementaux, affecter les écosystèmes, mais aussi affecter la santé des êtres humains. Donc, Brundtland, quand ce rapport a eu lieu, c'était d'abord une commande qui faisait suite à une conférence à Nairobi en 82, qui n'avait pas été un grand succès, qui se voulait pousser plus loin que ce qui avait été dit à Stockholm. Nairobi n'a pas été un grand succès, donc il y a un changement de stratégie. Un comité est créé pour essayer de trouver ces lieux de convergence, d'identifier des trajectoires qui permettraient d'avancer. Donc, suite à ces consultations-là, ce qu'on a retenu du fameux rapport Brundtland, c'est sa définition du développement durable. On parle d'un développement qui répond aux besoins actuels, mais qui tient aussi compte des générations futures. Puis, il y avait des concepts clés là-dedans, et il faut les percevoir comme un compromis. Donc, le développement, d'abord, est mis à l'avant-plan. Donc, on cherche à maintenir le développement, notamment parce que les pays moins bien développés ne veulent pas rester à ce niveau-là. Donc, pour des questions d'équité, ils souhaitent continuer un développement. En même temps, les pays qui sont riches, ils ne veulent pas non plus tout stopper la machine. Donc, le développement reste au cœur, mais on dit que ça va être un développement durable qui va tenir compte, donc, des générations futures, mais ce qui est sous-entendu est souvent moins bien exprimé, c'est qu'il y a deux autres notions qui accompagnent la définition de Brundtland, la question de besoin et la question de limite. La question de besoin, c'est d'abord d'identifier les besoins de chacun des individus. Ce développement-là doit répondre à tous, pas uniquement aux plus riches, donc doit être capable de ramener des équilibres entre les nations. Puis, la question de limite, c'est qu'on vit sur une seule planète avec des ressources limitées, puis l'accroissement de la population, qui est assez fulgurant, commence à causer beaucoup de problèmes. Ça fait déjà bien des années que des économistes avaient monté des modèles montrant les difficultés potentielles d'une limite planétaire, puis qu'on commence à s'approcher de ces limites-là au courant des années 60, 70, 80. C'est des concepts qui deviennent de plus en plus importants et qui sont intégrés dans le rapport Brundtland.
Il faut aussi voir que ce rapport-là n'a pas fait sensation en 87. C'est plus lors de la conférence de 92 à Rio, qui se voulait donc une suite de celle de Stockholm et Nairobi, que dans une certaine effervescence de l'époque, un optimisme, les gens ont vraiment poussé derrière le concept de développement durable. Puis c'est vraiment là que le concept a pris son envol à une très grande échelle. Parce qu'en fait, le concept existait avant Brundtland. Ils ne l'ont pas vraiment inventé. Ils ont surtout eu le mérite de bien le décrire et de le documenter. Donc, on est en 92 à Rio, un événement que je n'ai pas assisté, mais que plusieurs de mes collègues m'ont dit que c'était assez euphorique comme positionnement, comme sensation. Les gens avaient vraiment l'impression d'aller de l'avant. Puis, il y a eu une déclaration qui décrit le concept de développement durable. Une déclaration qui est toutefois non contraignante, mais qui a inspiré de nombreux pays à mettre sur pied des ministères de développement durable ou au moins d'en tenir compte dans leur politique, dans leurs lois. Puis, il y a eu des conventions, des grandes conventions sur des thématiques qui étaient ciblées comme importantes et qui devaient toucher tout le monde. Deux de ces conventions-là ont un rôle très important, notamment encore aujourd'hui. Je pense surtout à la Convention des changements climatiques et celle sur la biodiversité. Bon, la Convention aussi sur la désertification est une convention également importante, mais qui n'a pas les mêmes moyens que les deux premières. Donc, toute la question de changement climatique et de biodiversité ont vraiment pris l'avant-scène, puis des moyens ont été donnés via les Nations unies, via différents organismes, aussi des organismes écologistes qui se sont donné des moyens de faire avancer ces concepts-là, qui sont maintenant rendus très communs. On parle de changement climatique, on parle de biodiversité. Donc, l'idée du développement durable est donc décrite dans une continuité historique, de manière à être capable de pondérer, de ne pas prendre seulement la définition de Brundtland et de la prendre comme un fait qui est apparu par magie. C'est quelque chose qui a été construit et c'est quelque chose qu'il faut encore construire.